Festival de la biographie. Vous mangez bio, Michel? Un peu. C'est vrai? Alors, est-ce que c'est bio, ça aussi? Est-ce que c'est un produit bio, Michel Drucker, de la lumière à l'oubli? Biodégradable. Oui, biodégradable. Donc, c'est l'oubli, c'est un peu tous ceux qui sont tombés du train, comme vous venez de me dire, toutes les personnes que vous avez rencontrées, parce que... C'est un peu ce qui se passe dans la vie des gens qui ont connu la lumière éblouissante, comme aujourd'hui, et puis que les projecteurs ont un peu oublié, que ce soit des hommes politiques, des chanteurs, des acteurs, des sportifs et bien entendu des gens de télévision. Alors il y a ceux qui ont été frappés par la malchance, il y a ceux qui ont attendu, c'est pour ça que j'ai mis quelques chansons, quand même une vingtaine de refrains et de couplets qui sont les titres des 20 chapitres. Il y a ceux qui ont attendu la gloire, en vain, et qui l'attendent encore. C'est la chanson d'Aznavour, Je me voyais déjà, il y en a plein, dans toutes les régions, qui l'ont un peu approché avec la Star Academy, la nouvelle star, The Voice, et puis elle est repartie parce que la gloire, elle est restée quelques jours. Il y a ceux qui ont eu la gloire longtemps. Est-ce que vous pourriez présenter une émission comme ça? Il y a ceux qui ont eu la gloire longtemps, puis qui l'ont vu s'enfuir. Et est-ce qu'on la rattrape? Et la gloire qui s'en va, c'est le bonheur qui s'en va, parce que c'est un bonheur de la célébrité, qu'on le veuille ou non. Même si on dit non, ça ne me touche pas vraiment. Si, moi quand je viens ici, parce que je suis quelqu'un de un peu connu, au salon de la biographie, on voit la queue et que je reste pendant 4 heures, ben, ce sont des gens qui viennent me dire des choses que j'ai rêvé d'entendre quand j'étais tout jeune. Parce que tout le monde rêve d'être aimé. Tous les hommes politiques rêvent d'être aimés. Monsieur Hollande, oui, c'est pour vous là. Oui, non, c'est vous. C'est Hollande. Et Monsieur Hollande, en ce moment, il a besoin d'amour. Monsieur Sarkozy aimerait bien retrouver l'affection. Ségolène Royal aussi. Les chanteurs éliminés de la Star Academy au bout de 15 jours aimeraient bien revenir. Jacques Martin, quand il a eu son pépin cérébral, il espérait revenir dès qu'il retrouverait la pêche. Éric Chardin, j'en parle, n'a pas voulu, et il a eu raison, imaginer que son cancer des ganglions l'emporterait si vite. Pascal Sevran n'imaginait pas et le Luron non plus. Mais ça va plus loin, parce que c'est ça mon livre. Tous ces gens-là, vous allez les voir, tous ces gens-là, vous allez les suivre. Malgré, je vois Renaud par exemple, par exemple, le mariage de Renaud dans un petit village qui s'appelle Châteauneuf-de-Bordette. Oui. Dans les Alpes de Haute-Provence. Vous étiez le seul invité. Il y avait Hugo Frey. Hugo Frey, vous. Oui. Bon. C'est vrai. Et puis après, Renaud aujourd'hui. C'est le moment où il a été le plus heureux, Renaud. Il épousait une jeune femme charmante, tout allait bien, elle allait faire de la chanson, ils ont eu un enfant ensemble, et puis après, il est rattrapé par ses démons. C'est compliqué. L'alcool. Ouais, c'est compliqué. Alors, il y en a qui traversent ça, mais vous continuez à les voir. Mais Jacques Villeray aussi, il avait tellement encore à nous dire, mais il a été rattrapé par sa passion des bars. Alors, on peut dire oui, mais ils ont été heureux. Gainsbourg a été heureux, même si Gainsbourg a fait de l'ombre à Gainsbourg. Mais oui, c'est vrai, tous ces destins-là m'intéressent beaucoup. Mais c'est peut-être aussi parce que je croise des doigts et j'ai eu peur que ça m'arrive. Aussi, que je tombe du train. On peut tomber du train en pleine forme. Hein. On peut être en forme, il y en a plein, et on tombe du train parce que les téléspectateurs vous poussent sur le quai en disant non, on en veut un autre. La question tout à l'heure, Star Academy, tout ça, vous pourriez présenter aujourd'hui une émission comme ça? Voilà, c'est bien ce que je pense. Non, mais je ne pourrais pas pour une raison très simple, c'est que je connais tellement l'envers du décor que je ne pourrais absolument pas faire croire à un chanteur qui fera une carrière alors que je sais qu'il sera balayé 3 semaines après, même s'il a une belle voix, puisque le principe même de l'émission, c'est de faire croire... Qu'on a du talent. Oui, mais ils en ont, mais... qu'on va leur faire croire que parce que l'émission s'appelle l'Académie, Star Academy, comme il y a le nom Star, si je gagne, je suis donc une star. Évidemment non. Il n'y a pas de Mozart dans nos métiers. Ça s'apprend, demandez à Aznavour, qui vous raconte, ça s'apprend. On n'est pas animateur de télévision en 15 jours, en 2 mois, en 5 ans, en 10 ans. Il faut des années, des années. Mais souvent, on n'a pas le temps de prouver qu'on pouvait le devenir.
parce que vous êtes éjecté avant et parce que les gens qui vous engagent ne vous donnent pas du temps. Donner du temps au temps, ce n'est pas seulement la vertu défendue par François Mitterrand. Dans nos métiers, il faut du temps au temps. Il faut du temps pour être un écrivain, il faut du temps pour être un politique, il faut du temps pour être un chanteur, il faut du temps pour être Michel Drucker. Oui, beaucoup. Ah bah oui, je peux vous dire que on m'aurait dit il y a 20 ans que je viendrais signer 200 livres au Salon de la biographie, j'aurais pas cru. Et en même temps, il y a l'envers de la médaille, parce que quelqu'un, les pauvres, il y en a qui meurent, et qui ce qu'on appelle, c'est Michel Drucker, quelque part. Ouais, ben oui. Hein, cela dit, plus on vieillit dans ce métier, et plus on vous demande de rendre hommage à ceux qui sont tombés du train, qui ne reviendront jamais. C'est vrai que lorsque j'ai rendu hommage à Sevran, c'était émouvant. Quand j'ai rendu hommage à Leluron, à Coluche, à Dassin, à Michel Berger, à Lino Ventura, à De Funès, à Romy Schneider, la liste est tellement longue. Mais cela dit, le devoir de mémoire, il est important dans nos métiers. Et encore, même si on essaie de se souvenir, souvent je me dis « Ah, mais pourquoi je n'ai pas parlé de celui-là ?» Ce sera peut-être dans le prochain livre, parce que la liste est longue. Oui, bah, il y a Michel Polnareff, il y a Dalida... Oui, puis il y a ceux qui sont toujours là, mais qui ont eu des pépins. Polnareff est parti très loin, Jean-Paul Belmondo. Il a eu ce qu'a eu Jacques Martin, il s'en est sorti, amoindri, mais il est là. Et l'anniversaire de Belmondo restera un des plus beaux moments de ma carrière. Et une envie aujourd'hui, quelque chose que vous n'avez jamais fait, est-ce que ça existe encore dans la vie de Michel Drucker? Oui, je n'ai pas encore animé un night show, late show. Ah ouais, ah oui, de faire ça, oui, avec le petit verre et les yeux dans les yeux. Je n'ai pas encore animé un talk show de 23h, 23h30. Ah. Je n'ai jamais fait de journal télévisé, mais ça, j'en ai fait mon deuil. Et Marie, ma nièce, fait ça très bien. Ouais. Mais je n'ai pas encore écrit sur ceux qui vous regardent et ceux qui sont venus me voir, sur les gens. Ah, le prochain, ce sera ce qui... Ça sera ce que j'ai lu dans le regard des gens depuis tant d'années. Et aujourd'hui, il y en a eu, je sais. Beaucoup. Ouais. Oui, parce que comme je connais ce pays par cœur et que je suis là depuis très longtemps, que ce soit à Nîmes, à Marseille, à Montpellier, à Lille ou à Brest ou à Rennes, je retrouve des gens qui m'ont connu à mes débuts, qui m'amènent une photo de mes débuts, qui m'amènent un livre que j'avais oublié, qui m'amènent un souvenir. Là, j'anime Firoud. Ouais. On est à Nîmes. Le Nîmes olympique, moi je l'ai connu avant le stade des Costières, c'était le stade Jean Bouin. Le grand entraîneur, le super entraîneur, il y avait Albert Batteux, il y avait Jean Snella et il y avait Kader Firoud. Kader Firoud avait une équipe de feu. Les Nîmes olympiques contre le stade Auguste Delaune, le stade de Reims, c'était Coppa, Fontaine, Piantoni contre Akesby et contre l'équipe de Firoud. Il y avait Barlaguet, il y avait Luigi Landi dans les buts, il y avait une équipe extraordinaire ici. Eh bien, Janine Firoud, elle vient me voir régulièrement. Et une charmante femme qui a des yeux bleus lumineux, qui garde le sourire malgré tout ce qu'elle a vécu, c'est Bernadette Adams. J'ai failli dire la veuve de Jean-Pierre Adams. Il n'est pas mort, Jean-Pierre Adams. Ça fait 32 ans qu'il est là. Erreur d'anesthésie. Une opération bénigne, il y a 32 ans. Il ne se réveille pas. Ou plus exactement, il se réveille dans le coma. Il est dans le coma. Il a une vie végétative depuis 32 ans dans son fauteuil. Sa femme, qui était magnifique, qui l'est toujours, elle a toujours cette silhouette magnifique, cette blonde aux yeux bleus, elle est là. Elle est venue vous dire bonjour. Elle est venue me dire bonjour, et je vais retourner la voir, car je vais rendre hommage à Jean-Pierre Adams dans le prochain livre. Je redoute de le retrouver 30 ans après, car je ne l'ai pas vu depuis qu'il a été secoué par ce drame neurologique. Mais mes copains qui sont allés, comme Jacques Vendroux, comme Alain Vernon, qui donne des nouvelles, je sais que je vais chercher dans son regard un souvenir commun. Est-ce qu'il va m'entendre? Est-ce qu'il va me comprendre? Je ne sais pas. De la lumière à l'oubli. Jean-Pierre Adams, c'est vraiment un personnage de ce livre. Il sera dans le prochain. Et il y en a d'autres. Merci Michel Drucker. C'est vrai que je vous remercie. Festival de la biographie, ravi Patrick Poivre d'Arvor de le recevoir. Est-ce que c'est de la biographie? C'est de l'autobiographie. Ah, voilà, c'est facile. C'est de l'autobiographie. Bah si, je me raconte. Voilà, j'ai raconté les autres. Hein. J'ai fait des livres sur Syntex, sur Jules Verne, sur Laurence d'Arabie, sur les corsaires. Mais là, j'ai eu besoin de raconter un certain nombre de souvenirs, d'anecdotes qui ont jalonné mon parcours de journaliste, d'écrivain et d'homme, tout simplement. Et il y en a, hein?
Ah, il y en a pas mal, parce que j'en ai reçu beaucoup. Je ne sais pas si beaucoup de gens peuvent je sais pas. J'ai dire. quand même présenté 10 000 journaux télévisés, donc j'ai eu 10 000 occasions de rencontrer des gens. J'ai fait des journaux délocalisés abondamment. C'est vrai que j'en ai rencontré beaucoup. Et là, quand vous retournez d'un coup, comme ça, brutalement, quand je vous ai dit, vous n'avez pas envie, toutes ces lumières, ces machins, ces trucs. Les lumières ne me manquent pas. Le maquillage, tout ça, tous les. Oui, voilà, regardez, on n'a rien, on est venu. Ça, c'est bien, justement. C'est l'avantage au Sud. Mais tout l'après, tout le machin. Tout. Et puis, il y a une forme de télévision qui ne me plaît plus aujourd'hui, du ricanement permanent, des bandes d'animateurs avec des chroniqueurs qui disent 3 mots et qui éprouvent le besoin de toujours dans la surenchère, en général un peu graveleuse. Des animateurs qui livrent les livres des auteurs. Ah non, mais ça va. Les gens qui aident à faire connaître le livre, ça c'est bien. Et à faire aimer le livre, voilà. c'est donc, alors, un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Donc, seules les traces sont rêvées. René Char qui a écrit ça. Pas très loin de chez vous, là, il l'a écrit à l'Île-sur-Sorgue. Et en fait, oui, je le pense, moi, il faut laisser des traces, quoi. Et les gens qui ne laissent pas de traces, je m'aperçois d'ailleurs que je ne peux pas en parler parce qu'ils ne m'ont pas laissé de traces, ils n'ont pas imprimé C'est pour ça que vous avez besoin d'écrire cerveau. En grande partie, oui. Parce qu'au moins, c'est écrit, c'est posé. C'est posé, c'est comme tous je sais pas, même des douleurs qui me sont arrivées, la mort de ma fille, la mort de ma mère. Je l'ai raconté, à partir du moment où j'avais raconté, je me sentais déjà mieux, plus à distance de mon sujet, je dirais. Presque apaisé. Oui, c'est psycho. Ça, je pense que ça aide. Quelque part. Ça aide, et puis surtout à partir du moment où des mots sont posés sur une douleur, ou même simplement sur un bonheur d'ailleurs, ou sur des événements, et bien déjà, vous regardez les choses autrement. Alors, il n'y a pas que des poètes, hein, parce que vous dites, il n'y a pas que des poètes dans les portraits que vous faites. Hélas. Le pire, c'est qui, alors, dans l'histoire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes Saddam, politiques, il y a beaucoup d'hommes politiques, et il y a en effet un certain nombre d'hommes politiques que j'ai rencontrés à l'étranger, qui à l'époque étaient hyper dominants, les Saddam Hussein, les Kadhafi, les Saddam, par exemple. Hafez el-Assad, bon, c'était quand même pas des enfants de cœur. Hein, quand on va interviewer un Saddam, il y a tout un protocole. C'était pas fastoche. Hein. D'abord, ça ne se passait pas comme à Sud. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, ce stylo, par exemple, on me l'a fait, la première fois que j'ai interviewé Saddam Hussein, on me l'a fait entièrement retirer pour vérifier qu'il n'y avait pas à tout hasard une petite bombe, etc. Et puis alors après, ça se serait bizarrement passé, puisqu'à la toute fin, ma dernière interview de lui, c'était pendant la guerre du Golfe, c'était dans un moment très très chaud. Et c'est moi qui ai demandé, parce que je lui dis, est-il vrai, parce que ça se passait très très mal à ce moment-là dans l'interview, est-il vrai que vous avez un gilet pare-balles? Il m'a invité à le tâter, à le toucher. Donc vous voyez, j'ai fait l'homme qui a touché Saddam. Ouais, exactement. Et donc je suis devenu. Saddam. Il avait touché mon stylo, ben moi j'ai touché son. L'homme qui a touché Saddam, c'est joli. Exactement. Ça, voilà, et dans les super sympas, parce que Saddam, c'est très protocolaire. Vous avez eu tant de minutes, tant de machin. Non, mais je veux dire, parfois il y en a dont je condamnais la politique, mais qui étaient très sympas en privé. Par exemple, quand je fais une interview de George Bush, il est très sympa. Il termine en disant qu'il m'invite dans son ranch, etc. Et moi, du coup, je lui dis, venez chez moi, une petite maison en Bretagne. Voilà, et pourtant, Dieu sait si je ne partageais pas ses opinions. Mais même Poutine, dans le privé, est très magnétique. Donc, voilà. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont sympas dans le privé que vous êtes obligé de dire amen à tout ce qu'ils font. Hein. Oui, mais est-ce que vous avez le temps d'approfondir ou c'est juste... dans une interview, oui, quand même, on dit les choses. Mais je vais dire d'approfondir l'autre sur la guerre d'Irak, enfin j'y allais, oui. Oui, mais après de rester, de discuter ensemble. Parfois, oui. Ah, voilà, c'est ça le truc. Ouais, les présidents français. En off. Les présidents français, ce qu'on disait, l'off. Off donc, n'existe plus aujourd'hui. Non. Et je dirais, tant mieux. Parce que moi, j'ai toujours été contre l'off. C'est-à-dire que vous savez des choses. Il faut expliquer parce que les gens ne savent pas. Oui, off, ça veut dire que ça ne s'est pas passé comme ça devant la caméra, ça s'est passé derrière la caméra. Off. Donc. Je vais vous dire maintenant, mais c'est en off, il dit. Mais je ne suis pas d'accord parce que soit il dit ce qu'il pense, et à ce moment-là, il le dit à tout le monde, soit il pense de manière différente. Quoi, entre ce qu'il vous dit en coulisses et ce qu'il vous dit. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus cette pratique. Ça continue, hein, il y a des connivences qui demeurent, mais ce n'est pas une mauvaise chose. En revanche, voilà, quand vous avez une interview, à partir de ce moment-là, vous êtes face à un homme politique, vous êtes raide. Et moi, je me suis fait
un peu... Insulté, des fois. Oui. Notamment par 3 présidents de la République de suite qui m'ont traité d'insolent. Mais c'était pas gênant, ça m'a pas empêché de continuer. Vous n'avez jamais freiné un peu quand vous recevez des... C'est ma nature. Hein. Non, mais je ne sais pas. Je suis plutôt gentil, je pense, dans la vie, avec les gens sains. Mais un homme politique, pour moi, il doit répondre. Il doit répondre. Et quand il ne répondait pas, c'est vrai que j'y allais à fond et que je me faisais enguirlander de temps en temps. Et je vois bien, quand les hommes politiques sont interviewés de manière molle, ils sont mous, ils ne sont pas bons. Ouais, moi, j'ai vu des interviews récentes, du président de la République actuelle, je ne trouve pas bon parce qu'il ne se passe rien. Les parce qu'on ne lui rentre pas assez dans le lard. Ils sont mous. Vous les trouvez mous? Ça dépend desquels. Non, mais la plupart sont mous. D'abord, vous avez ceux qui arrivent, ils commencent une interview, ils filent 2 claques, ils pensent que le type va donner quelque chose, il donne rien, donc ça c'est pas une bonne technique. Il y a le journaliste qui est agressif. Ça j'aime pas, non plus. Mais ça c'est j'aime bien. Voilà, on arrive, on lui fait dire sa vérité, puis à un moment donné, on pique à un truc, bon, si possible, on sent que c'est quelque chose où il peut se passer un quart de seconde de vérité, et puis voilà. Et est-ce qu'on a la pétoche, comme on dit, avant d'aller retrouver un Saddam, est-ce qu'on a le trac comme au théâtre, comme un acteur? Non, j'ai pas connu ça, et pourtant je me suis retrouvé dans des conditions très spéciales. Vous n'avez jamais... oh là là, non. Ah oui. Non. Je n'étais pas sûr de sortir du pays c'est la bouteille, vivant. Non, je ne sais pas. Jamais, même au début. D'inconscience. Et les femmes, alors? Il y en a beaucoup là-dedans. Oui. Beaucoup, notamment vous aviez un certain nombre de femmes d'État, d'abord, qui étaient assez enjôleuses, type, je ne sais pas, Indira Gandhi ou Benazir Bhutto ou quelques autres, ou même en France, je ne sais pas, que ce soit Ségolène Royal ou quelques autres. Mais il y a beaucoup plus d'actrices de cinéma, beaucoup plus qui, elles, sont beaucoup dans la séduction à fond. Oui, et là l'intervieweur, c'est amusant parce qu'il se passe quelque chose. Il séduit, même si ça dure, c'est juste devant la caméra, mais c'est un instant qui est joli. Alors ça se passe bien ou ça se passe mal, parfois c'est hermétique. À qui? À laquelle? Je vous laisse découvrir. Allez. Il y en a quelques-unes qui ont été très séduisantes et la séduction s'est poursuivie après quelqu'un qui ne s'est rien passé ou quelque chose, mais quelle est la femme? Il faut toujours rester galant avec les femmes. Ouais. Et donc l'envie de... Là, vous êtes dans un projet superbe, là, en ce moment? Oui, en ce moment, l'opéra. Ah, comment ça se fait? Ça dès demain, sur Radio Classique, tous les... Exactement, tous les soirs entre 19h et 20h, ça c'est un programme. Mais l'opéra, j'ai commencé il y a 3 ans avec Carmen, ça s'est super bien passé, avec Manon Savary, on a fait ça ensemble, on a mis en scène. Et là, on va mettre en scène Don Giovanni, de juin à septembre. Et par ailleurs, j'ai écrit un livret d'opéra qui va être mis en scène à l'Opéra de Metz en octobre prochain. Encore une trace? Oui. Va-t-elle faire rêver? Je ne sais pas, au moins ça existe. Merci Patrick Poivre d'Arborg. Seules les traces font rêver. Patrick Poivre d'Arborg, merci d'être venu. Je vous en prie. Christine Clair est avec nous pour Les Conquérantes, 12 femmes à l'assaut du pouvoir. Christine Clair, ça y est, le temps des femmes est venu? Oui, le temps des femmes est venu. D'abord, elles sont en première ligne dans tous les combats des municipales. Et puis, au regard de l'actualité, on se dit vivement une femme président. Alors effectivement, par exemple... J'ai voulu montrer quelles étaient les femmes qui auraient pu devenir président et les femmes qui vont pouvoir devenir président de la République. C'est symbolique, mais ce n'est pas anodin. À Paris, première ville de France, les 2 femmes qui se disputent le poste de maire, et une des 2 sera maire, sont des femmes. Anne Hidalgo ou Nathalie Kosciusko-Morizet, exactement. Elles font partie des conquérantes. Bien sûr, de vos 12 portraits. Celles qui vont régner, oui. Qu'est-ce qui a changé par rapport alors au moment où vous avez commencé dans la politique, vous, en tout cas en tant qu'observatrice et journaliste, bien sûr? Alors, ce qui a changé énormément de choses. D'abord, la société elle-même a changé puisqu'elle désire faire davantage de place aux femmes. Elle leur fait donc davantage confiance. Ensuite, ce qui a changé, c'est que les filles elles-mêmes ont pris confiance. Peut-être du fait de la mixité des écoles, du fait de l'accès à des grandes écoles qui leur étaient fermées jusqu'alors. N'oubliez pas que c'est très récent tout ça, l'entrée des filles à Polytechnique et tout. Et maintenant, vous avez des tas de filles qui ont fait des études supérieures, égales ou supérieures, ce qu'à le dire, aux garçons de la même génération. Donc elles ont pris confiance. Leurs pères ont pris confiance. C'est très important le rôle du père parce que j'y reviens constamment à travers ce livre, les relations entre filles et pères, mais
les pères ont pris conscience du fait que leur fille pouvait réussir et pas seulement... Donc ils sont prêts à les pousser, pas simplement à les rabaisser, voilà, à les limiter à pas uniquement le garçon rôle. au premier, puis la fille, bon, elle se mariera, quoi, finalement. Il faut qu'elle fasse un bon mariage, et puis voilà. Donc tout ça a changé, le cadre général a changé. Et puis le fait qu'elles aient pris confiance en elles et qu'elles se lancent maintenant beaucoup plus tôt en politique. Parce qu'au départ, les pionnières comme Simone Veil, dont je parle longuement, ne se lançaient en politique qu'à partir de 45-46 ans, quand les enfants étaient grands. Une fois les enfants déjà, casés. c'était difficile. Il fallait affronter le mari qui n'était pas souvent d'accord. Bon. Et maintenant, elle se lance beaucoup plus tôt. Et quand on parle de Nathalie Kosciusko-Morizet, de Anne Hidalgo, Nathalie Kosciusko-Morizet vient d'avoir 40 ans. Anne Hidalgo est un peu plus âgée. Mais elle se lance beaucoup plus tôt. Et donc, elles peuvent espérer arriver comme les hommes parce que avant, elles avaient toujours 20 ans de retard sur les hommes. Un homme qui arrive à se faire élire président de la République, il y a une exception, Giscard d'Estaing à 48 ans, mais tous les autres, c'est jamais avant 50 ans. Donc, il leur faut déjà 20 ans, 30 ans de parcours. Une femme qui se lance à 48 ans, elle n'a aucun espoir. Elle est forcément déjà hors jeu. En France, il faut du temps. On aime bien les éprouver, les rouler dans tous les sens, les faire griller. Les lessiver, qu'ils soient tout en bas pour pouvoir arriver tout en haut. Leur faire connaître toutes ces épreuves. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Au fond, ici. Christine Claire, ça semble naturel et logique aujourd'hui. Hein, c'est normal. Il y a autant de femmes que d'hommes. Donc c'est bien légitime que les femmes aient toute leur place au pouvoir. La question qui reste, est-ce que fondamentalement ça va changer quelque chose, que ce soit demain des femmes qui soient au pouvoir? Alors je crois que ça peut changer quelque chose. Elles ont beaucoup de défauts aussi. Hein, et puis elles ont passé cette sélection féroce. En se frottant aux hommes, donc elles ont peut-être pris de la masculinité, non? Et puis un monde très dur. Il faut d'abord une santé. Quand on me demande conseil, les filles qui veulent faire de la politique, on dit d'abord qu'il faut une santé de fer. Il faut être capable de dormir que 4 heures par nuit. Il faut être capable d'affronter tous les coups bas, toutes les rumeurs, les réunions nocturnes, les urgences, les congrès du week-end, parce que tout ça est fait évidemment pour un monde d'hommes. Et puis, il faut être capable de cruauté, il faut être capable d'indifférence, il faut être capable de calcul, d'habileté. Je crois que ce que les femmes ont en plus, d'abord, c'est une formidable énergie. Elles sont souvent plus fortes que les hommes, en tout cas celles que je dépeins et qui ont passé la barre, finalement, de la sélection. Et peut-être plus proches des réalités par nature, parce que quoi qu'on dise de la parité, des papas poules, des congés parentaux, de tout ce qu'on veut, malgré tout, c'est toujours la femme qui reste responsable de la famille, que ce soit des enfants, des parents âgés, de tout l'entourage âgé ou malade. Quand il y a un coup dur dans la famille, c'est quand même toujours la femme qui est en première ligne et qui se sent responsable et qui doit l'organiser. Donc ça ajoute à leur tâche. Il leur faut, j'allais dire, toute une tribu pour les aider, parce que les hommes, eux, pendant des décennies, quand ils ont exercé le pouvoir ou fait la conquête du pouvoir, ils ont toujours eu une mère, une femme, des maîtresses, des secrétaires, des filles. Beaucoup de femmes autour d'eux pour les débarrasser de ces femmes-là, vous, pour les femmes n'ont pas de femmes. Connaître, elles n'ont pas de femmes. Elles ont souvent leur compagnon ne les soutient pas. Souvent, les soutiens au début, quand ils ne s'opposent pas à leur entrée en politique, et puis très souvent, ça craque, parce qu'ils ne supportent pas la notoriété de leur femme, ne supportent pas qu'elle soit une notoriété supérieure à la leur. C'était le cas déjà du couple Antoine Veil-Simone Veil, et elle a dû énormément ménager la susceptibilité de son mari. Et très souvent, il craque. C'était le cas du mari de Christiane Taubira. C'était le cas, on l'a vu récemment, du mari de Cécile Duflot, qui ne peut pas s'empêcher de faire des tweets ravageurs sur le 14 juillet août, qui démolissent plutôt oui, qui lui mettent des bâtons dans les roues. Bon, c'est presque des actes manqués d'enfants qui cassent ses jouets, quoi. Et donc, c'est un souci de plus pour elle. Et donc, il faut qu'elles assument tout ça en plus des hommes. La prochaine présidente de la République, ou une femme présidente de la République, est-ce qu'elle fait partie de ces 12 femmes-là? Écoutez, je pense que oui, dans les plus jeunes. Je les cite rapidement. Oui. Martine Aubry, Rachida Dati, Cécile Duflot, Aurélie Filippetti, Anne Hidalgo, Christine Lagarde, Marine Le Pen, NKM, on va le faire simple, Valérie Pécresse,
Ségolène Royal, Christiane Taubira, Simone Voilà. Veil, je crois qu'elle a, Voilà. elle a passé Bon, son... Simone Veil, je ne pense pas qu'elle Non, sera je ne pense jamais pas qu'elle soit candidate présidente de la d'ailleurs. République. Elle n'est pas candidate. Les 11 autres. Je pense que Martine Aubry ou Ségolène Royal peuvent encore revenir. Et dans la génération suivante, eh bien, Marine Le Pen est quand même bien placée. C'est pour ça que j'ai voulu faire une incursion dans sa famille, où j'ai rencontré sa mère, ses sœurs, bien entendu sa nièce Marion aussi. Je pense que Nathalie Kosciusko-Morizet va certainement beaucoup souffrir, parce qu'en France, nous aimons faire souffrir les surdoués. Donc ça va être un peu un cas Fabius ou Juppé. Mais elle a la double, elle est femme elle et surdouée. Femme, polytechnicienne, brillante, un peu arrogante, mais je pense qu'elle fera son chemin. Une fille qui n'a pas tellement la cote en ce moment comme Cécile Duflot, mais qui est quand même une fille très forte, qui l'a montré, qui était capable de prendre le pouvoir chez les Verts, tout en l'air de rien mettant au monde et élevant 4 enfants. Non, elles sont costauds. Il y en a plusieurs en lice. Peut-être parmi ces 12 femmes-là, ou 11 en tout cas, la prochaine présidente de la République. Christine Claire, merci beaucoup. Les conquérantes, 12 femmes à l'assaut du pouvoir. Et puis quand même, vous n'avez pas pu vous empêcher de faire un truc sur un homme. Carnet intime de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau.